Bienvenue, chers téléspectateurs, téléspectatrices de la télévision rwandaise. Bienvenue à cette édition, la grande édition en langue française. À la présentation, je suis Edis Abiti. Tout de suite, voici les titres de notre édition avec le ministère de l'Éducation nationale et ses partenaires qui ont célébré ce jeudi la Journée internationale de l'enseignant, dont les cérémonies se déroulent normalement le 5 octobre de chaque année. Et puis des jeunes du Rwanda, du Burundi, de la République démocratique du Congo et de l'Ouganda sont réunis à Kigali dans un dialogue transfrontalier en vue d'examiner ensemble leur rôle dans la promotion de la paix au niveau de la région. Et puis le défenseur de Arsenal FC, le néerlandais Timber, séjourne au Rwanda depuis ce matin pour une visite. Celui-ci déjà dans ses premiers mots, il décrit le Rwanda comme un pays incroyable et passionnant. Le déplacement ou le séjour de Timber au Rwanda rentre dans le cadre du partenariat entre la marque Visit Rwanda et le club londonien de Arsenal. Une fois de plus, bienvenue à cette édition. Je vous le disais en titre qu'aujourd'hui, jeudi, le ministère de l'Éducation nationale et ses partenaires ont célébré la Journée internationale de l'enseignant. C'est normalement ce sont des cérémonies normalement qui se déroulent le 5 octobre de chaque année, mais les cérémonies ont eu lieu au Rwanda en cette date. On va suivre les détails de ce qu'a été ces cérémonies et surtout les points saillants de ce moment avec notre confrère Kassim Youssouf. Il a été à cette occasion question de l'évaluation des réalisations du gouvernement en vue d'ajouter du tonus dans l'éducation pour qu'elle soit de bonne qualité et de fournir davantage d'efforts là où c'est nécessaire afin d'atteindre l'éducation dont le pays souhaite. Parmi les réalisations à féliciter, il y a notamment la réduction des cas d'abandon de l'école à hauteur de 95%. Il y a en outre l'accroissement des infrastructures, dont des salles de classe qui ont permis l'épanouissement des élèves et en collaboration avec les parents, fournir à l'école de la nourriture aux élèves. Comme on en parlait tout à l'heure, surtout pour l'enseignant résidant loin, notre souhait est qu'il habite dans un endroit qui favorise sa sécurité et son épanouissement pour un bon rendement à l'école. Il est aussi évident que nous ne pouvons pas limiter l'enseignant à son lieu de résidence seulement. Notre enseignant a droit d'enseigner n'importe où dans le pays où une place se présente. C'est vrai qu'il y a ceux qui résident très loin et c'est pourquoi nous essayons toujours de trouver des places pour que nous puissions procéder à la mutation pour des cas possibles. Ce n'est pas évident que nous pouvons le faire immédiatement pour celui qui veut être muté. À propos des logements, vous savez qu'il y a des écoles qui en ont et nous admettons que ce n'est pas dans toutes les écoles, mais c'est l'un des points essentiels où nous continuerons à fournir des efforts pour aider les enseignants à avoir des logements à l'école ou leur faciliter l'accès aux prêts pour construire leur logement. Et puis, à propos de leur banque SACO, ces tarifs sont bas par rapport aux autres banques pour que les enseignants puissent avoir accès aux prêts et aussi la subvention que le gouvernement y met vise à réduire le taux d'intérêt des prêts à leur accorder. Je dirais que c'est cela qui est maintenant en place pour améliorer la situation de l'enseignant et nous allons continuer à suivre de près les services que leur offre Umwarimu Sacco et l'activité de mutation près de leur famille. Plus la situation sera favorable, plus on va le faire, mais tout ne peut pas être réalisé d'un seul coup. Pour faire face au problème de manque d'emploi, des efforts ont été déployés dans des écoles d'enseignement technique et professionnel et le gouvernement a beaucoup avancé dans la construction de ces écoles dans chaque secteur du pays.
Les défis présentés aux enseignants et aux autres participants à cette célébration concernent notamment certains cours où des échecs sont abondants et où des efforts s'imposent. Au cours des 3 dernières années, en effet, en 6e primaire et au tronc commun, le Kinyarwanda est bien réussi, contrairement aux sciences où la note de beaucoup d'élèves est inférieure à 50%. Au cours de la célébration de la Journée internationale de l'enseignant, des prix ont été attribués aux instituteurs qui se sont distingués dans les cours qu'ils dispensent. Merci beaucoup à Kassim Youssouf. Nous sommes justement à ce propos rejoint par le chef du département de développement de l'enseignant et surtout de la gestion et de l'orientation professionnelle au Rwanda Education Board. Monsieur Léon Mugenzi, bienvenue de rehausser de votre présence dans nos studios. Déjà, que symbolise cette journée pour l'enseignant rwandais aujourd'hui? Merci beaucoup pour cette invitation. Tout d'abord, bonne fête à toutes et à tous les enseignants du Rwanda. C'est vrai, nous avons célébré aujourd'hui la Journée internationale de l'enseignant, le 14 décembre. C'est un peu tard par rapport au 5 octobre. Vaut mieux tard que jamais. Oui, bien sûr. Ils attendaient justement ce jour. Que symbolise justement cette journée? Tout d'abord, c'est le rôle de l'enseignant dans le développement de la société de notre pays. C'est le travail assidu de l'enseignant qui travaille jour et nuit pour justement éduquer nos enfants. Je dirais vraiment c'est tout un travail, ça symbolise tout un travail de l'enseignant qui travaille du lundi au vendredi ou bien au dimanche, parce que justement même les week-ends les enseignants travaillent, surtout en préparant leurs leçons. Donc, ça symbolise vraiment tout ça. Ouais. Maintenant, aujourd'hui, c'est l'enseignement qui est pris comme, en tout cas, fondation même de l'éducation pour l'éducation d'une société. Maintenant, aujourd'hui, doit-on dire quelle est la situation de l'enseignant, de l'enseignante au Rwanda, professionnellement parlant tout d'abord? Est-ce que c'est un enseignant, c'est une enseignante équipés des connaissances requises, des connaissances en adéquation avec le monde d'aujourd'hui, la modernité surtout, la vitesse à laquelle le monde avance aujourd'hui? Merci beaucoup, Sabit. C'est une très bonne question. En fait, tout d'abord, nous savons très bien que pour qu'un enseignant puisse donner des connaissances recherchées à nos enfants, il faut qu'il y ait justement lui-même ou elle-même des connaissances et surtout des équipements. Je dirais ici qu'au Rwanda, c'est vrai, c'est toujours un chemin à parcourir, mais nous avons essayé d'équiper nos enseignants des outils informatiques, aussi de la formation recherchée, surtout à leur donnant la formation en matière, en langue anglaise, parce que vous savez très bien aujourd'hui que nous avons comme langue d'enseignement l'anglais. Oui. Nous formons nos enseignants à avoir justement ces connaissances, mais aussi nous parlons des ordinateurs qui sont distribués dans nos écoles, surtout. Un outil très important pour avancer justement avec le monde. Aussi bien pour les enseignants que pour les élèves. Les élèves, ça c'est bien, ça c'est vrai. Surtout que le monde avance, comme vous l'avez dit, très rapidement. Et si nous n'utilisons pas justement la technologie, nous pouvons avoir peur que nos enseignants aussi restent derrière par rapport aux autres. Donc, c'est pourquoi nous équipons nos laboratoires informatiques dans nos écoles, mais aussi nous avons un programme très connu aujourd'hui par toutes et tous les enseignants, un ordinateur par enseignant. Et ça, nous voulons vraiment aboutir à cet ordinateur par enseignant d'ici 2025.
Donc c'est vraiment un chemin à parcourir. Donc ce sont des efforts du gouvernement qu'il faut vraiment fournir. Ouais. Voilà, un ordinateur par enseignant. Ouais. Qui vient aussi après un ordinateur par élève. Ouais. Justement, il y a la question maintenant de la formation. Est-ce qu'aujourd'hui, parce qu'on a remarqué qu'il y a dans l'éducation, on remarque qu'il y a des gens qui sont dans l'éducation, qui sont des enseignants, mais pas forcément à la base, qui ont acquis comme formation l'éducation, ils sont enseignants par circonstance. Quelle est la situation aujourd'hui? Avons-nous des gens dédiés au métier par formation ou on remarque encore des gens qui sont là par plutôt, je dirais pas opportunisme, mais plutôt par circonstance et pas forcément par éducation? Ça c'est bien, c'est une bonne question. Par circonstance, oui. Nous avons eu une situation qui n'était pas, je dirais, bonne lorsque on a construit plus de 20 000 classrooms, plus de 20 000 classes dans le pays, salles de classe. Et nous avons, justement, nous avons été obligés, si je peux ainsi dire, de recruter plusieurs enseignants. Et même ceux-là qui n'ont pas vocation d'enseignants. Exactement, c'est ce que je voulais dire. On a eu plus de 20 000 enseignants qui n'ont pas eu la formation de base. Dans nos centres de formation, parce que nous avons des centres de formation, des écoles de formation d'enseignants. Mais nous avons pris des mesures, des précautions, parce que tout en sachant qu'on n'avait pas un bon nombre d'enseignants qui avaient une formation de base, nous avons préparé une formation. Tout d'abord, la formation initiale, comme vous comprenez, ce n'est pas vraiment l'éducation. Mais nous avons formé, nous avons donné… une formation accélérée? Accélérée, mais nous avons préparé aussi des modules de formation. Et je dirais à nos enseignants, c'est une bonne nouvelle, que les formateurs, parce que ce sont des enseignants provenant des centres de formation, ce qu'on appelle des TTC, Teacher Training Colleges. Donc, nous avons formé ces enseignants, donc ce sont des formateurs, des formateurs. Donc, d'ici l'année prochaine, on va commencer, je dirais à partir de janvier, on va former justement les formateurs, mais aussi en commençant avec la première promotion de ces enseignants. Donc, pour que dans 3 ans, les 20 000 enseignants qui n'ont pas eu la formation initiale d'éducation, ils seront formés. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose à dire. Et ils ont besoin de ça. Ils ont exprimé leurs besoins. On a besoin de cette formation pédagogique. Oui, c'est aussi le besoin qui a dicté également ce choix. Ouais. Il y a aussi une forte demande par rapport déjà à l'éducation. Et maintenant, je veux savoir, clairement, avec cette politique mise en place, on va dire que d'ici peu, le métier d'enseignant, ça sera un métier digne parmi tant d'autres. Ouais. On n'aura pas une sorte de frustration d'être appelé enseignant dans la société parce que parfois ça devient même une sorte, presque, on s'est dit les gens vont dans l'enseignement parce qu'ils n'ont pas su faire autre chose, ils vont dans l'enseignement. Vous rassurez les gens qui nous suivent en ce moment que le métier d'enseignant, ça va être un métier digne et surtout qui va attirer les gens. C'est bien, ça a déjà commencé. Moi, je suis très convaincu que d'ici peu, comme vous le dites, vraiment ce métier d'enseignant, un métier digne, un métier noble, je pense que ça commence déjà parce que je me rappelle, après avoir revu les salaires de l'enseignant depuis l'année passée, mais aussi avoir d'autres avantages. Vous savez très bien que nos enseignants obtiennent des bourses d'études et ils continuent à être payés lorsqu'ils sont même sur le banc de l'école. Ça aussi, ça a été une motivation. Et aujourd'hui, le gouvernement rwandais paye aussi 50% des frais de scolarité pour les élèves qui sont dans les centres de formation au niveau secondaire, c'est-à-dire dans les TTC.
C'est-à-dire que les gens ont commencé à comprendre que le gouvernement rwandais donne beaucoup d'importance au métier d'enseignant. Alors, les enseignants eux-mêmes, ils ont commencé à comprendre que ce n'est pas pour aller être un enseignant juste comme tu n'as pas autre chose à faire. Aujourd'hui, ils ont commencé à comprendre que c'est un métier. C'est une carrière. C'est une carrière qu'il faut faire. Peuvent assurer. Vraiment, ils font la professionnalisation dans ce sens. Voilà. Pour terminer, on ne peut pas parler professionnel. À côté du professionnel, il faut dire vraiment la vérité. Il y a ce qu'on appelle le social. Ouais. Le côté social de l'enseignant aujourd'hui, quel est l'état des lieux? Parce qu'on a vu, par exemple, avec la création de banques, des microfinances comme Omwari Moussako. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a d'autres politiques mises en place par le gouvernement à travers le ministère de l'Éducation pour justement assurer le social de l'enseignant, de l'enseignante au Rwanda? Ouais, c'est vraiment une question qui est posée par même enseignants eux-mêmes ou elles-mêmes. Je dirais que le côté social aujourd'hui, ils l'ont même exprimé aujourd'hui. Il y a un enseignant qui a pris la parole au nom de ses collègues. Et je dirais qu'il y a eu vraiment l'amélioration au niveau du côté social. Mais moi, comme vous le dites, pour être clair là-dessus, c'est qu'on a beaucoup à faire encore, parce qu'ils ont besoin encore de logements qui ne sont pas très chers. Ils l'ont exprimé aujourd'hui, dépendant justement des lieux. Parce que par rapport à ceux qui sont ici à Kigali et autres qui sont, par exemple, dans les provinces, ils n'ont pas les mêmes besoins par rapport au logement. Oui. Ici, c'est un peu cher par rapport à ailleurs. Ça, c'est sûr. Donc, je pense que le côté social, aujourd'hui, nous sommes en train d'y travailler et de voir comment nous continuons à supporter, à appuyer justement nos enseignants. Mais de toute façon, je dirais que c'est un chemin à parcourir. Mais ils sont vraiment satisfaits lorsqu'ils ont dit aujourd'hui. Mais je dirais aussi encore une fois que le social va avec l'économie. Si le gouvernement rwandais trouve toujours les moyens à appuyer nos enseignants sur le côté social et économique, comme ils vont ensemble, je pense que tout ça va aller. Et ça va vraiment, je dirais, satisfaire nos enseignants. Satisfaire les besoins, ce n'est pas quelque chose de facile. Mais il y a toujours quelque chose à faire. Il y a un pas à faire. Il y a toujours une marche de progression. En tout cas, merci beaucoup d'être passé dans nos studios. Je rappelle que vous êtes Léon Moudienzi, chef du département de développement des enseignants, de gestion, d'orientation professionnelle au Rwanda Education Board. Merci beaucoup. Merci beaucoup aussi. Poursuivons notre édition du journal avec autre chose à présent, avec la marque Visite Rwanda, avec le déplacement du défenseur du club londonien d'Arsenal, le néerlandais Timber, qui se trouve au Rwanda depuis ce matin. Celui-ci, dans ses premiers mots, il a décrit le Rwanda comme étant un pays incroyable et surtout passionnant. Et à vous rappeler que le voyage de Julian Timber rentre dans le cadre du partenariat entre le club londonien Arsenal et la marque Visite Rwanda. Aux côtés de sa petite amie, l'international néerlandais a donc atterri ce jeudi. Celui-ci devrait donc expérimenter l'hospitalité et la culture rwandaise et surtout il devait visiter différents sites touristiques comme le parc national Akagera pour profiter de certains animaux rares comme les lions et autres animaux. Celui-ci devrait également visiter le site mémorial de Gisozi à Kigali où reposent plus de 250 000 victimes du génocide perpétré contre les Tutsis. Celui-ci, il est prévu qu'il devrait donc interagir avec les fans d'Arsenal à Kigali et aussi à rappeler qu'il n'est pas le premier de la famille Arsenal à visiter le Rwanda. Il y a eu auparavant des légendes comme Robert Pires, Tony Adams,
Lorraine Etame-Mayer, comme David Seaman et Sol Campbell et d'autres grands noms passés par le club londonien d'Arsenal. Passons à autre chose à présent avec des jeunes de la région, des jeunes venus du Rwanda, de la République démocratique du Congo, du Burundi, de l'Ouganda, qui sont réunis à Kigali dans un dialogue transfrontalier en vue d'examiner ensemble leur rôle dans la promotion de la paix dans leurs pays respectifs dans la région des Grands Lacs. Les détails ici, c'est avec Kassim Youssouf. Au cours de ce programme Youth Lab, nous avons travaillé sur le projet Djibuntu, le projet de développement des capacités de résilience chez les jeunes, où nous avons organisé les dialogues dans les milieux universitaires et aussi dans les communautés pour échanger avec les jeunes qui ont vécu ou bien qui ont été victimes ou ont subi des conséquences des conflits qu'a connu le Burundi. Et là, il y avait des jeunes qui témoignaient comment ils ont pouvoir être résilients socio-économiquement pour vraiment prendre des initiatives dans la communauté. Et là, comme on utilise les jeunes utilisent beaucoup les médias sociaux, on a fait ce projet en format hybride où les témoignages qui étaient recueillis durant les dialogues dans les universités et les communautés étaient repris sur la plateforme de Djibouti, sur Facebook, YouTube et Instagram. Le résultat que ça a donné, c'est que des jeunes qui n'avaient pas d'abord l'opportunité d'être dans les dialogues en présentiel pourraient être inspirés à partir des médias sociaux. Les médias sociaux étaient utilisés, sont actuellement utilisés pour promouvoir la paix et la résilience socio-économique. Et là même, à partir des réactions, des commentaires qu'on a ici, et les retours surtout, les retours qu'on a à travers les médias sociaux, mais aussi dans les dialogues, c'était que les témoignages des jeunes, pour les jeunes et avec les jeunes, inspirent autant. Parce que les jeunes étaient habitués à apporter ou bien à appeler les gens, disons les jeunes d'hier, les gens plus âgés, pour témoigner leur parcours. Et là, ils s'inspiraient des initiatives qui venaient des jeunes. Et ils disaient, oh, c'était possible. Même il y avait des jeunes qui n'arrivaient pas à croire qu'il y avait des jeunes qui avaient subi tout ça. Les résultats de mon encadrement que j'ai réussi il y a maintenant 2 ans que j'ai commencé ces programmes régionaux dans le projet Youth Lab à sa phase 3. Depuis novembre 2021, on nous a soumis à un processus de capacitation, de renforcement des capacités en termes de leadership, en termes de gestion et mise en œuvre de projets, en termes d'entrepreneuriat, surtout l'entrepreneuriat social. Et de tout cela, j'ai tiré des connaissances et des compétences qui m'aident aujourd'hui à implémenter mes initiatives au sein de la communauté. Et c'était vraiment un acquis que j'ai eu pour ce programme. Ces encadrements peuvent tout d'abord servir mon pays parce que c'est dans ma communauté que j'implémente mes initiatives de consolidation de la paix en général, où je travaille avec les jeunes femmes et les jeunes en général. Mais pour être plus spécifique, je travaille avec les jeunes femmes, surtout les étudiantes. Et de là, ces étudiantes-là, ils vont quitter l'université avec des connaissances et des compétences qui pourront les aider au fur et à mesure à être utiles d'abord à elles-mêmes et utiles à toute la communauté, à toute la société congolaise. Et c'est là parce qu'elles ont des prérequis qui pourront les aider à mieux travailler pour la société, à mieux travailler pour le Congo. Et pour la région des Grands Lacs, ces programmes nous ont permis d'être en contact avec d'autres jeunes d'autres pays, dont le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda, aussi Goma, en termes du nord pour le Congo. Et cela nous a permis de connaître leur réalité, de connaître les problèmes auxquels ils font aussi face. Et nous avons remarqué que nous avons des problèmes vraiment similaires liés à l'emploi, liés au chômage des jeunes, liés au défi de l'entrepreneuriat.
Et tout cela, nous avons vu que ces programmes est un atout pour nous aider à créer des collaborations, à créer des liens qui pourront nous aider à développer notre région à travers le partenariat et le travail en communauté. Nous sommes ici dans le cadre d'un programme qui est transfrontalier, qui crée des liens, des ponts entre les jeunes et au-delà des jeunes, entre les populations, entre les citoyens de ces 4 pays, parce que quand nous disons créer des ponts parce que des liens aussi ont été brisés par l'histoire. Nous avons une histoire commune, mais nous avons aussi une histoire commune qui n'a pas toujours été bonne, qui a séparé les gens, qui a séparé les gens les uns entre les autres, qui a laissé des traumatismes, des séquelles. Nous avons des stéréotypes identitaires qui érigent des barrières mentales, psychologiques. Percevoir quelqu'un, des perceptions erronées sur les autres qui ne sont pas semblables, qui ne nous sont pas semblables. Nous avons ce passé-là et ce présent-là. Alors il faut faire émerger ce qui nous réunit, ce qui nous font que nous sommes les mêmes, c'est solidarité, interdépendance qui existent et qui ne sont pas une invention. On peut les voir tous les jours, des gens qui circulent d'un sens à l'autre. Voilà, quittons un peu les jeunes de la région pour parler également des jeunes du Rwanda, notamment dans la partie ouest, dans les districts de Karongi, Nyamasheke et Rusizi, qui se félicitent notamment de l'appui du gouvernement du Rwanda et ses partenaires pour ce qui est de la lutte contre la pauvreté à travers la création de l'emploi. Les fonds des Nations Unies pour la population, partenaires du Rwanda dans ce programme, indique qu'il va continuer à accompagner cette initiative. De renforcer les capacités des jeunes pour la réduction de la pauvreté, mais aussi réduire la vulnérabilité des jeunes sur les questions de santé sexuelle et reproductive. Donc c'est dans ce sens-là, pour avoir une base de données fiable des jeunes avec qui nous travaillons, nous avons élaboré une cartographie en collaboration avec les districts, une cartographie. Voilà, la Commission électorale nationale a tenu une réunion ce jeudi avec les membres du Forum des partis politiques agréés au Rwanda en vue de les informer du calendrier des prochaines élections présidentielles et parlementaires prévues au mois de juillet de l'année prochaine, celle de 2024. Au cours de ces échanges, le secrétaire exécutif de cette commission est revenu sur le contenu du décret présidentiel publié ce lundi et les instructions spécifiques de la commission en matière du déroulement des différents scrutins et de droits et de devoirs de chaque candidat et des groupes politiques pendant la campagne électorale et aussi pendant les élections proprement dites. Suivons les détails. Des partis de dire que nous n'acceptons pas ces déclarations qui s'en prend à notre président, qui est contraire aux valeurs de l'Union africaine, de traiter notre président Paul Kagame, qui a arrêté le génocide, vous le savez, tout le monde le sait, et de le traiter que c'est un Hitler, il le compare à Hitler. Hitler, c'est lui qui a organisé et mis en pratique le génocide des nazis. Comment est-ce qu'on peut comparer ces deux hommes politiques? L'un a arrêté le génocide, l'autre l'a organisé. Je pense vraiment que c'est une occasion de dire que nous dénonçons cela, mais aussi d'inviter tout candidat politique, tout homme politique, qu'il doit plutôt mettre un accent sur son projet de société plutôt que de s'engager dans des diffamations d'un collègue président qui est très respecté dans son pays pour en venir mobiliser sa population parce que justement les projets de société qu'il peut présenter, son bilan est peut-être pauvre. Nous venons donc de prendre la décision de rédiger un communiqué que nous allons
signer, tous les partis politiques vont signer un communiqué qui sera bientôt publié. Et c'est donc par cet élément que nous mettons un point final à notre édition de la journée. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette édition. Et grand merci à toutes les équipes au niveau de la régie qui m'ont permis de vous attendre. Quant à moi, j'aurai tout le plaisir de vous retrouver très prochainement pour une nouvelle édition. Mais en attendant, restez bien fidèles au programme de la télévision rwandaise. Au revoir.